Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Ils sont partout, mais on les voit peu. Les infirmiers libéraux sillonnent nos rues, seuls, face à une organisation exigeante, des tarifs figés et une reconnaissance qui tarde à venir. Être infirmier libéral, ce n'est pas seulement soigner, c'est aussi planifier une tournée efficace, calculer la rentabilité d'un acte, lire une nomenclature, déclarer un chiffre d'affaires et assumer seul la totalité des charges. Une véritable aventure entrepreneuriale, souvent ignorée, y compris par les professionnels de santé eux-mêmes. Aujourd'hui, la profession reste peu valorisée, pire, elle se vide. En quelques années, le nombre d'infirmiers libéraux a fortement diminué. Comment expliquer cette érosion ? Où sont les relais, les soutiens et surtout, qui défend ces soignants devenus chefs d'entreprise à leurs risques et périls ? Dans cet épisode, on va tendre le micro à une soignante qui incarne pleinement ces trois dimensions : soigner, entreprendre et représenter. Elle est infirmière libérale depuis plus de 16 ans et également responsable Île-de-France du syndicat UNSIL qui œuvre pour faire entendre la voix des professionnels sur le terrain. Bonjour Laetitia Chiobévier. Bonjour Marie-Noëlle. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode et de pouvoir aborder avec vous le monde du libéral. Alors justement, dans la saison 1 du temps de la relève, on m'avait souvent dit « mais les infirmiers libéraux, on n'a pas abordé le sujet ». C'est chose faite pour cette nouvelle saison. Si vous êtes d'accord, moi j'aimerais bien m'intéresser en tout cas à votre parcours. Comment vous avez réussi à vous installer en tant qu'infirmière libérale, avec sûrement les galères que vous avez pu rencontrer. Et puis aussi votre rôle au sein de l'UNSIL. C'est vrai que le syndicat, c'est pas trop quelque chose qu'on entend souvent dans le monde des infirmiers et encore moins, je pense, au niveau des infirmiers libéraux. Donc, savoir un peu quelles sont vos missions au sein du syndicat et qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à la profession. Donc, c'est un programme riche, mais je pense un épisode essentiel. Donc, avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter et puis nous raconter qu'est-ce qui vous a amené déjà à devenir infirmière et puis comment vous avez réussi après à évoluer vers un exercice libéral. Alors, merci déjà de me recevoir et de permettre de mettre en lumière cette profession qui est un peu méconnue de tous. Donc, je suis Laetitia Chiobévier, je suis infirmière libérale depuis 16 ans, infirmière depuis 21 ans. J'ai fait 5 ans de réanimation neurologique à la Salpêtrière. J'ai fait un petit peu en fin d'année, de ma dernière année en neurologie, de conseil post-annonce dans la sclérose en plaques, ce qui était très enrichissant et ça donnait une autre approche psychologique avec le patient. J'ai fait une formation aussi en hypnose médicale. Et puis, je suis venue au libéral parce que j'ai une amie qui est retraitée maintenant, qui était libérale et comme ça se dégradait à l'hôpital, qu'on nous demandait toujours plus avec moins de moyens et des conditions où on pouvait passer de moins en moins de temps avec les patients, cette approche du domicile, quand même l'exposer, m'a tentée, j'ai tenté l'aventure. Je pense que le mot aventure, c'est le bon terme. Oui. C'est quoi qui vous a le plus surpris quand vous êtes passé de l'hôpital à la pratique libérale ? Parce que je pense que c'est pas évident, parce qu'à l'hôpital, c'est vrai qu'on est beaucoup en travail en équipe, surtout en réanimation. Et d'un coup, vous vous retrouvez un peu seul face aux patients. Comment ça s'est passé ? Alors oui, c'est ça. Ce qui a été le plus difficile, ou en tout cas ce qui a le plus changé, c'était effectivement de se retrouver seul
à domicile. Donc déjà, on est chez les personnes, donc il y a quand même une certaine proximité et intimité. Et de se retrouver seul sans collègue, sans médecin, sans collègue infirmière. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a plus de questions qu'on aurait pu penser que quand on est dans un service, automatiquement, si on a une petite interrogation, on peut la poser facilement. Et là, en fait, on a une certaine responsabilité, il faut prendre des décisions et on est seul face à ça. Donc, c'est vrai que voilà, ça a été un des éléments qui a été le plus marquant entre l'hôpital et le libéral. Ouais, je me doute que d'un coup, si on a un patient qui va pas bien, on peut pas dire à sa collègue de venir et de venir nous aider. Donc il C'est faut ça, savoir gérer tout seul. c'est ça. Donc il y a la gestion de l'urgence, donc où c'est vrai, là il faut agir. On a voilà des interrogations, faut pas se tromper ou il faut essayer de prendre les bonnes décisions rapidement. Mais il y a aussi parfois la différence avec l'hôpital, c'est que à l'hôpital, on est souvent dans un service où on a l'habitude de voir certains soins. Si on est en cardiologie, en diabétologie, en orthopédie, en dialyse péritonéale, c'est des soins un petit peu spécifiques, mais un peu toujours les mêmes soins. Et là, en libéral, on peut avoir tout ça dans la même journée. Donc ça aussi, c'est alors super enrichissant, mais c'est aussi quelque chose d'un peu surprenant auquel il faut un peu s'adapter, en tout cas au début quand on se lance. Ouais, je pense que aussi le vécu que vous avez pu avoir aussi en réanimation, ça a dû quand même vous aider parce que c'est quand même un service qui est assez technique. Vous voyez beaucoup de choses et notamment des situations d'urgence. Donc, dans votre pratique libérale, je pense que votre expérience de réanimation a quand même permis d'avoir, voilà, de vous sentir quand même peut-être un peu plus aussi en sécurité quand vous êtes seul. Oui, j'étais vraiment, quand j'ai débuté, en fait, contente d'avoir été en réanimation pour tout ce que vous avez dit. Ouais. Voilà, j'ai été face à l'urgence, donc même s'il y a les collègues, il y a les médecins, ça veut dire qu'on a déjà été quand même confronté à des crises et donc voilà, ça permet de mieux gérer son stress, appréhender. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez essentiel quand on arrive au domicile et qu'on doit se débrouiller sans rien, sans moyens. On peut pas aller chercher un soluté, on n'a pas de pied à perf, on n'a pas de collègues, donc voilà, il faut faire avec ce qu'on a et c'était une très bonne expérience d'avoir fait de la réanimation avant, Ouais, effectivement. je me doute quand vous faites un pansement que vous êtes entièrement stérile, faut pas avoir oublié quelque chose, C'est sinon ça, voilà, faut vous êtes bonne pour tout refaire. s'organiser, anticiper. Donc il y a des loupés au début où on recommence, mais voilà, on apprend au fur et à mesure. Alors, une journée type dans votre activité, c'est quoi aujourd'hui? Alors, je sais que toutes les tournées sont quand même très différentes, mais vous, votre tournée, elle ressemble à quoi à peu près? Alors, une tournée type, c'est commencer très très tôt le matin. En général, on commence vers 6h30. Et puis, on fait les patients au fur et à mesure, on leur donne des créneaux horaires et on termine la matinée en général vers 14h, 14h30. On reprend pour notre part vers 15h, 15h30. Donc en général, la pause du midi, c'est grignoter, Mmh. c'est répondre aux appels auxquels on n'a pas pu répondre, donc répondre aux messages, rappeler les personnes, prendre les rendez-vous, rappeler peut-être des médecins s'il y avait besoin de les rappeler, ou les secrétaires pour récupérer des ordonnances, et puis repartir donc vers 15h, 15h30 jusque entre 20h et 21h, selon s'il y a des pompes, s'il y a des alimentations parentérales, si les imprévus, voilà, c'est un peu Oui, l'amplitude horaire. parce que c'est ça, il y a le programmé et l'imprévu. Exactement. Et oui. C'est vrai que, enfin, c'est des aspects qui sont de ce métier libéral qui sont quand même très exigeants. Moi, j'avais un peu l'impression qu'aux yeux, alors à la fois des patients, c'est assez nébuleux, je trouve, pour eux, mais même aussi des soignants qui n'ont exercé que dans les hôpitaux.
le rôle d'infirmier libéral, il est hyper confus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'infirmier ou l'infirmière peut tout faire, mais bon, elle peut pas non plus remplacer tous les corps de métier, c'est pas possible. Elle peut pas être à la fois kiné, médecin. C'est quoi les aspects justement que vous trouvez le plus exigeant là, dans tout ça, que ce soit par rapport aux patients et par rapport aux autres professionnels avec lesquels vous allez devoir travailler? Alors, on... c'est vrai que c'est très méconnu. Des fois, je dis que je suis infirmière libérale. On me dit, ça veut dire quoi? Ouais. Donc, j'ai à domicile et ça n'aide pas forcément. Mm. Et effectivement, on fait des soins du nursing de la toilette aux soins techniques, pompe, perfusion, pansement. Donc c'est vrai que c'est très vaste et qu'on fait beaucoup de coordination. Mm. Alors on travaille aussi bien sûr maintenant avec les auxiliaires. Et en fait, on fait beaucoup, oui, de coordination avec les médecins, avec l'hôpital, avec la famille. Et en fait, notre rôle, il y a notre rôle propre et notre rôle de soins que tout le monde connaît. Et donc, c'est vraiment un ensemble qui fait le travail de l'infirmière à domicile. Ouais, je pense que c'est quand vous débarquez en tout cas dans ce monde du libéral, je pense que c'est un peu le grand saut quand même vers l'inconnu. Euh, c'est quoi pour vous les éléments qui sont les plus, on va dire, complexes dans l'organisation d'une tournée? Parce que vous avez récupéré, c'est ça? Une tournée à la base, vous l'avez pas, on va dire, construite du début. Comment ça s'organise? Parce que moi, je prends l'exemple d'amis qui sont infirmiers ou infirmières libérales autour de moi. Il y a l'insuline qu'il faut faire à 9 heures. Il y a même des fois des infirmiers qui doivent se déplacer dans des établissements scolaires parce qu'il y a aussi des enfants. Mais d'un autre côté, on a la dame de 85 ans qui a besoin de se faire sa toilette au lit, puis on ne va pas la faire à 11 heures. Donc, comment vous arrivez à organiser tous ces éléments dans une seule tournée? Alors, c'est de l'organisation, c'est sûr. Donc, c'est vrai, j'ai racheté une petite patientèle parce que se lancer sans avoir du tout aucun patient, c'est compliqué parce que on est aussi des chefs d'entreprise, on a des charges. On a un cabinet, on a un loyer, donc il faut quand même que on puisse payer toutes ces charges. Donc j'ai préféré racheter une patientèle qui était petite, mais au moins avoir quelque chose. Donc c'était des patients chroniques que les infirmiers avaient déjà en charge et ça permettait d'avoir déjà quelques soins. Et en fait, après, pour construire autour de tout ça, alors on gère plusieurs aspects. Déjà, l'adresse, parce qu'on peut pas se permettre de faire des kilomètres dans tous les sens, des allers-retours, de perdre du temps. Donc, du coup, déjà en fonction de l'adresse de la personne, on lui donne un créneau horaire en fonction du secteur où on est, et il faut que ça convienne aux deux. Donc, il y a déjà ce critère. Il y a le critère, effectivement, on ne peut pas prendre des créneaux trop restreints, ou en tout cas pas trop, parce que selon les imprévus, selon l'ensemble, on risque de ne pas être là à temps et ça peut être problématique. Donc j'ai effectivement moi un petit garçon de 3 ans qui a une pompe à insuline et qui est en maternelle. Et donc il mange sur un créneau d'une demi-heure et le midi et le goûter. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit là dans le créneau pour qu'il puisse manger avec ses camarades et retourner à l'école après. Donc ça, c'est des impératifs qu'on prend en compte. Donc on en a un, on va pas pouvoir en prendre 5, 6, c'est pas possible. Donc ça joue aussi. On prend en compte aussi la durée du soin. Selon si notre journée est très très complète, on sait qu'on va pas pouvoir mettre par exemple un nursing en plus, des choses comme ça. Donc on est obligé de prendre ce critère aussi en compte. Et un des critères autres un petit peu particuliers, c'est aussi que on paye des charges en fonction de l'année précédente et les charges fixes mensuelles, il faut qu'on puisse les rembourser ou les payer. Et on est obligé aussi de voir le prix que va nous rapporter ce soin.
parce que on ne peut pas se permettre de perdre du temps et de l'argent et pas pouvoir payer nos charges à la fin du mois. Donc parfois, malheureusement, on est obligé aussi de sélectionner parce que si c'est trop loin, que ça va nous prendre trop de temps et que c'est un soin qui est trop peu rémunéré, on sait qu'on va pas pouvoir tenir. Ouais. Bah, justement, ça me fait la bonne transition aussi pour parler, on va dire, de la alors paperasse, administratif, compta, en tout cas toute cette partie qui est souvent un petit peu mis de côté. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais commencé mon activité d'infirmière à l'hôpital, je voyais un peu le monde du libéral comme quelque chose d'incroyable où j'allais pouvoir m'organiser comme je voulais. Et c'est vrai que on se rend compte qu'il y a quand même cette énorme partie à la fois d'organisation, mais aussi toute cette partie, comme vous avez dit, de voir comment ce soin il va être remboursé. Et, malheureusement, vous êtes quand même obligé on va dire, de se dire est-ce que ça va être rentable pour moi? Puisque, comme vous l'avez dit, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez en tout cas votre propre entreprise et donc bah, il faut aussi, à la fin du mois, pouvoir payer vos charges, etc. Justement, cette partie de l'activité, comment vous la gérez? Comment vous la quantifiez? Elle représente quoi pour vous? Alors, je suppose que en début d'exercice libéral, elle doit prendre énormément de temps. Maintenant, vous avez plus l'habitude, mais c'est quand même non négligeable aujourd'hui pour vous. Oui, l'administratif, c'est énormément de temps parce que c'est récupérer des ordonnances ou vérifier que les ordonnances sont conformes à la nomenclature des actes faites par la CPAM. Sinon, c'est des risques d'indu et de récupération d'argent, donc sur plusieurs années parfois, donc les sommes peuvent être conséquentes. C'est du coup entrer, enregistrer dans un logiciel spécifique l'acte, le côté, en fonction de cette nomenclature, scanner l'ordonnance, facturer, vérifier après les retours caisse, donc soit sécurité sociale si c'est un patient à 100%, mais aussi mutuelle, ce qu'on fait le tiers payant pour pas que le patient avance de frais, donc aussi vérifier les retours mutuels qui parfois oublient de nous payer. Donc il faut vraiment avoir une comptabilité très précise, très stricte. Parfois ils regroupent des soins. Donc il faut bien se dire ah bah oui, c'était monsieur untel, madame untel et c'est cette somme qui fait ça. Et ça demande énormément de temps. Il faut aussi parfois envoyer d'autres pièces justificatives, du coup faire cette comptabilité, répondre du coup aussi aux, aux appels pour venir chercher nos déchets parce qu'on doit faire l'élimination des déchets. Donc on a une entreprise qu'on paye bien sûr qui vient à des moments donnés récupérer nos conteneurs. Il faut commander le matériel et tout ça. Et tout ça, c'est sur nos jours de repos. Et oui, voilà. C'est ça qui est bien clair parce que souvent, on entend, moi je travaille une semaine sur deux. On doit se Oui, dire, ah mais c'est génial, pendant c'est une ça. semaine, on ne fait rien. Et ben non, pas du tout. Je suppose qu'en plus, vous devez avoir un expert comptable ou alors vous faites toute votre compta vous? Comment ça se Alors, passe? non, on m'avait conseillé de prendre un comptable et je ne regrette pas parce Non. qu'il y a plein de choses qui sont très techniques et complexes, en tout cas pour ma part. Et donc, je préfère que ce soit lui qui supervise et qui il fait du coup un bilan comptable à mi-année qui permet un peu justement d'équilibrer, de voir et dire ah ben là on est en baisse par rapport à l'année dernière, donc voilà, il faut voir, ajuster pour voilà, pas être en difficulté après. Et dans tous les cas, il est préférable que ce soit validé par un expert comptable quand on envoie les bilans comptables en fin d'année. Et je suppose que c'est des experts comptables qui sont un peu spécialisés Pas dans les infirmiers forcément, libéraux ou pas forcément, forcément? pas forcément. Ils ont tous un peu des plus ou moins d'habilité à faire ça, mais Oui, voilà. il peut avoir plusieurs professions qui gèrent sans trop de difficultés. Oui, Ok, oui. ok. Euh, Par rapport aux actes et aux nomenclatures, parce que je sais que c'est très très compliqué, en gros, est-ce que vous avez un exemple de qu'est-ce que ça vous rapporte tel soin ou tel acte, parce qu'on parle d'acte plutôt, une fois que vous avez toutes vos charges qui sont déduites? Alors oui, alors ça c'est effectivement très compliqué parce que comme dans la vie quotidienne, toute phrase, toute tournure de phrase peut être interprétable. Et donc quand on a
une prise en charge, par exemple, de perfusion, où on considère qu'il y a la pause, la préparation, le remplissage, la modification de débit. Alors, ça peut être décliné en plusieurs petits actes. Alors, du coup, parfois, il peut y avoir des erreurs parce qu'on pensait que ce forfait, ou en tout cas cette partie, comprenait plusieurs choses, alors que non. C'est assez compliqué. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Et bon, on en reviendra sur le monde syndical, mais où ça provoque des indus de caisse, comme j'ai dit, qui peuvent rattraper sur plusieurs années parce que ils estiment que ça a mal été coté, parce que souvent mal compris. Donc ça, c'est une difficulté. Et par exemple, une injection, elle nous est payée 4,50 € brut. On a environ, et surtout maintenant, avec l'inflation et qu'on n'a pas été revalorisé depuis 16 ans de notre lettre clé de base pour facturer, on est environ à 60% de charge. Donc sur 4,50 €, il nous reste environ 1,80 € net pour avoir fait une injection à un patient. On a fourni la seringue, l'aiguille, et on a fait l'acte, la responsabilité, le temps passé avec lui, ce qui est très très peu. Oui, c'est ça. D'où aussi le fait que vous nous disiez, il faut calculer aussi la localisation, parce que c'est vrai que moi demain je vous appelle et je vous dis je me suis cassé la jambe, vous devez venir me faire mes piqûres d'anticoagulants et je suis à une demi-heure de route. Bah, je comprends tout à fait que voilà, vous pour allez me dire non. 1,80 € net, malheureusement, une demi-heure de route, se garer, passer du temps avec vous, vous rassurer, vous donner les effets secondaires possibles, et puis ensuite repartir pour 1,80 € net si on compte 30 minutes. Il y a un moment, on va pas réussir à joindre les deux bouts. Et c'est aussi pour ça, je pense que sur certains soins, en tout cas, on a quand même beaucoup de patients qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un infirmier qui vienne faire ses soins. Ouais, c'est ça aussi la réalité, je pense, aujourd'hui, de patients qui se retrouvent sur des soins, on va dire, un peu complexes, mais qui ne peuvent pas faire eux, des soins qui sont assez courts où on a des multiples appels en se disant je ne trouve personne. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie réalité aujourd'hui, du fait de cette aussi absence de revalorisation. On va y venir, hein, bien entendu. C'est un vrai arbitrage, en fait, que vous devez faire. Et je trouve que c'est difficile, en tant que soignant, de se dire que non, ce patient, je ne vais pas pouvoir le prendre. Alors, on essaye toujours, je suppose, d'orienter. Je pense que vous avez un réseau aussi d'infirmiers qui sont dans votre quartier, mais ça doit être difficile de devoir dire non à certains patients. Vraiment, c'est très difficile. Ce phénomène s'amplifie justement au vu du fait qu'il n'y a pas eu de revalorisation et que les soins, certains soins, en tout cas des soins d'injection, de pansement, sont trop peu rémunérés. Et parfois, les gens nous supplient et on a cette âme et ce cœur de patient, de soignant pour les patients, et c'est très difficile. Donc effectivement, on propose des autres cabinets peut-être aux alentours qui, eux, pourront, peut-être qu'ils ont des patients dans le secteur, mais maintenant, vraiment, on peut plus, donc on est obligé de dire non. Autant avant, on pouvait essayer de concilier un petit peu en se disant je vais pas le laisser embêter, et ça fait une journée et demie qu'il l'a pas eu. Son injection et qu'il n'a pas eu d'infirmière. Là, on donne des numéros. Moi, je propose de venir au cabinet aussi, parce qu'on a des permanences où là, du coup, je sais que je suis là et vraiment, s'il a besoin du soin, je vais le recevoir. Par contre, on est obligé de dire non, et il y a une perte de chance très importante pour certains patients à cause de cette rémunération trop basse. Et puis surtout, très clairement, les hôpitaux essayent de réduire au maximum les durées d'hospice, puisque c'est aussi comme ça qu'ils vont pouvoir être, remboursés, parce que c'est aussi calculé sur les durées d'hospitalisation. Donc, on fait sortir plus tôt
à domicile. Donc, si on fait sortir plutôt à domicile, ça veut dire que le patient il va avoir plus de soins, plus longtemps à son domicile. Alors, c'est bien pour le patient, il rentre chez lui. Par contre, il faut trouver les professionnels de santé qui vont pouvoir venir à son domicile. C'est ça. Le virage ambulatoire, dans l'idée, peut être très bien cadré, très bien coordonné, mais il faut qu'il y ait un équilibre et on peut pas en fait tirer sur la corde des deux côtés et il faut vraiment trouver le juste milieu et Ouais. ça aurait pu être très bien si les patients pouvaient rentrer chez eux, c'est plus agréable, c'est plus réconfortant, c'est moins stressant pour une guérison aussi plus rapide. Et c'est pour ça que les soins à domicile ont tout cet aspect important, mais voilà, il faut donner aussi un minimum de moyens pour tout ça. Alors justement, déjà, on sent déjà toute cette complexité qu'il y a sur l'organisation de la tournée, le fait d'avoir cette rentabilité. Mais en plus, en parallèle, on a une baisse marquée du nombre d'infirmiers libéraux depuis plusieurs années. Oui. Est-ce comment en fait vous avez enfin à la fois dans votre rôle d'infirmière libérale et aussi de représentant du syndicat, on y reviendra après, mais pourquoi selon vous la profession elle attire moins? Alors, effectivement, maintenant, on est à un peu moins de 100 000 contre 120 000 il y a quelques années. Alors pourquoi? À mon avis, parce que certains n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils sont obligés de fermer leur cabinet, ils n'arrivent plus à payer leurs charges. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas légitimement faire non plus des journées de 13, 14, 15 heures. On a des vies de famille aussi, et que du coup, ils y arrivent plus. Et donc, il y a beaucoup de fermetures de cabinets. Il y a la fatigue, les burn-out, et donc beaucoup de personnes aussi se font des reconversions. Et peut-être que aussi ça attire un peu moins parce que voilà, c'est long, c'est difficile, très enrichissant, mais que au fil des années, il faut réussir à en vivre. Oui, à en vivre et puis moi c'est vrai que ça me fait le parallèle avec un épisode que j'avais enregistré avec Adrien Bourza, lui qui fait une application pour les remplacements, parce qu'il y a aussi la notion de congé ou de maladie. Vous avez aussi des périodes de congé, donc vous ne pouvez pas dire à vos patients, en fait, je ne suis pas là, débrouillez-vous. Il faut trouver quelqu'un qui vous remplace. Et ça aussi, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui, de pouvoir trouver des remplaçants. Déjà, on sait qu'il y a moins d'infirmiers, donc trouver un remplaçant qui va accepter de faire 3 semaines, 4 semaines, c'est pas non plus, je pense, chose facile, et encore moins, bien entendu, si vous avez par malheur un arrêt maladie, vous êtes cassé une jambe, etc. Là, il faut aussi savoir se débrouiller. Donc, je pense que ça doit être aussi une forme d'usure à la longue, de devoir tout le temps penser à tous ces imprévus qui peuvent vous tomber dessus. C'est vrai qu'à l'hôpital, c'est un peu plus confortable, entre guillemets, même s'il y a d'autres aspects qui sont compliqués. Mais là, vous êtes seul. C'est sûr que oui, on n'a pas de congé payé. Déjà, il faut savoir que les jours de repos ou les jours de vacances, on n'a pas d'acte de comme on est payé à l'acte. Donc, si on ne travaille pas ou qu'on est en vacances, il n'y a pas de rentrée d'argent. Par contre, les charges, elles sont toujours là. Donc, il faut anticiper. Déjà, ça aussi, c'est à savoir. Et pour les remplaçantes, effectivement, c'est très compliqué. Il y a aussi en ce moment des gros soucis avec les contrats de remplaçantes où en fait, il est estimé qu'il faut pas que ce soit du salariat déguisé. Donc, on n'a pas le droit d'avoir une remplaçante régulière et fixe qui connaît les patients parce que ils jugent que ce serait du salariat déguisé et qu'il faudrait payer donc des charges supplémentaires, même si la remplaçante paye déjà ses propres charges, plus nous les nôtres. Et donc c'est une grande complexité qui est en train d'essayer d'être changée parce que là ils réclament des sommes importantes alors qu'en fait c'était juste une remplaçante qui connaît la patientèle, qui permet une qualité de soins meilleure et en fait eux ne donnent qu'un temps succinct pour les remplacements
pour des maladies, des choses comme ça. Mais c'est les infirmières libérales, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. On est une des rares professions comme ça et à se déplacer à domicile. Et donc, il y a bien des moments où une infirmière libérale peut avoir envie de prendre une remplaçante un jour ou deux par semaine fixe. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, eux veulent qu'on favorise la collaboration ou l'association. Et ça, c'est aussi tout un cheminement à voir parce que s'associer ou collaborer avec quelqu'un se fait pas forcément facilement. Donc, il y a des infirmières qui travaillent tous les jours, tout le temps, et qui ont du mal à trouver des remplaçantes ou qui ne peuvent pas se permettre d'en prendre une régulièrement. Et du coup, ça génère bien sûr beaucoup de fatigue et des problèmes. Alors justement, vous avez décidé de vous engager en parallèle de votre exercice d'infirmière libérale auprès d'un syndicat. Oui. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie et comment vous avez connu l'ONSIL, donc le syndicat des infirmiers libéraux? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est fait il y a 2 ans environ. C'est par des connaissances professionnelles. Alors moi, j'étais donc depuis 14 ans dans ma tournée avec mes patients, gérer mes papiers, gérer ma famille. Donc c'était vraiment quelque chose dont j'entendais pas parler et qui était alors pas inconnu mais voilà qui était vraiment quelque chose auquel je m'intéressais pas et en parlant avec d'autres professionnels on m'a parlé du syndicat, de son rôle et donc ça m'a intéressée, donc j'ai adhéré à l'ONSIL et en fait cette découverte d'informations qu'on n'a pas quand on est en tournée et si on ne va pas chercher soi-même l'information, il y a plein d'informations qu'on n'a pas, comment ça fonctionne, comment la caisse obligatoire Carpinco fonctionne, que l'on peut être acteur de sa profession parce que on peut voter. Alors même si on reçoit un papier de 25 pages dans sa boîte aux lettres écrit en minuscules, on se donne pas forcément le temps de comprendre et de chercher. Et en fait, le syndicat m'a permis tout ça, de répondre à des inquiétudes, aider à la cotation. Et j'ai appris aussi par le même temps qu'il y avait beaucoup de contentieux, il y avait beaucoup de professionnels qui étaient en indu avec les caisses et le syndicat est là aussi pour aider, porter et défendre les infirmières libérales. Et ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça très enrichissant. Les lois, les circulaires, les parlementaires, comment fonctionnait en fait toute cette politique de santé qui m'était inconnue. Et je remercie d'ailleurs la présidente de l'ONSIN de m'avoir fait confiance et de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir appris et du coup d'être maintenant responsable d'Île-de-France. Oui, donc c'est découpé en régions, c'est ça pour toutes les infirmiers et infirmières qui nous écoutent. Chaque région a son ONSIL, c'est ça? Alors en fait, son référent. Syndicat. Voilà, son Voilà, référent, en fait, pardon. il y a l'ONSIL en général, mais pour avoir des réponses de proximité, c'est découpé par En région. région. Ok. Vous, au quotidien, vos missions, c'est quoi? Alors, s'intéresser à tout ce qui se passe dans la santé, décortiquer et vulgariser des textes, faire des articles, partager sur les réseaux sociaux, répondre à des questions sur des groupes d'infirmiers libéraux, et puis faire remonter des informations. Alors, si c'est au niveau des textes, des idées, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? En ce moment, il y a des gros soucis de violence qui s'accentuent sur les professionnels de santé. Et ça, c'est un combat qu'on mène avec l'union, avec d'autres professionnels de santé. Et c'est très important et très enrichissant. Et donc d'essayer d'améliorer les choses par rapport à ce qui a été mis en place, qu'on a entendu. Donc faire remonter ces informations et puis aussi du coup après aider les professionnels de santé, les infirmières libérales qui seraient en difficulté avec principalement la caisse ou qui auraient besoin d'informations parce que pareil quand il y a une circulaire comme ça arrivé là avec la circulaire des perfusions qui tombe de pour eux clarification après 10 ans d'une façon de coter justement les perfusions. Et ben on s'aperçoit qu'on perd 70% de ce qu'on facturait
et aucune infirmière libérale n'a reçu de mail ou de papier sur ce sujet. Donc, si on n'est pas au cœur du syndicat, où on partage les informations importantes, eh ben, on ne sait pas. Donc, on peut continuer à facturer d'une certaine façon alors qu'il y a une clarification. Alors, parce que c'est pas toujours facile d'aller chercher l'information, on n'y pense pas forcément, il faudrait y être tout le temps et qu'on n'a pas toujours le temps. Donc, le fait de pouvoir être dans un syndicat qui a son site, qui a des réseaux, on peut avoir un accès à l'information beaucoup plus rapidement et ça évite peut-être des indus par la suite et ça permet d'être aussi acteur de sa profession. Ouais, c'est-à-dire que ça permet, si je comprends bien, hein, en tout cas de coter de la bonne façon. Ce qui fait que ça vous évite aussi d'avoir peut-être un contentieux avec la caisse quelques mois plus tard parce que justement sur la cotation de la perfusion, ça a changé. Donc vous n'êtes pas au courant. Vous cotez encore comme vous le faisiez depuis les 10 dernières années et la caisse peut vous tomber dessus dans En quelques mois en vous 3 ans. disant, ouais, voilà, c'est ça, Ouais. en 3 ans, 3 ans après. Voilà, En vous disant: «Ah non, mais c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire». Sauf que si vous tenez pas au courant, bah, c'est un peu foutu pour vous, quoi. exactement. C'est Ouais, exactement ça. donc on voit quand même la complexité, aussi, volontaire ou pas. Ça, on laisse nos auditeurs, choisir leur réponse. Juger. Ouais. Mais c'est clairement quand même, un aspect, j'ai l'impression en tout cas que c'est ce qui vous remonte le plus souvent du terrain. Parce que vous, ce qui est bien, c'est que vous avez à la fois la casquette, du terrain puisque vous exercez et donc vous comprenez aussi toutes les personnes qui sont en exercice libéral et qui vont vous dire: «Mais moi Laetitia, ça je comprends pas, je comprends pas ce texte. Comment tu fais toi au quotidien?» C'est ça. Donc ça vous permet, voilà, d'avoir ce lien avec le terrain. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bah, vous êtes aussi au plus proche des hautes instances. Puisque vous m'aviez dit que justement vous participez à certaines réunions, au niveau de l'assemblée et cetera. Heu, Comment ça se passe, ce genre de réunion quand on arrive et qu'on est infirmière libérale? Alors c'est vrai que ça peut être un peu un choc parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons d'appréhender le métier. C'est très enrichissant Mmh. et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie justement de pouvoir faire ce lien parce que je connais très bien le terrain puisque j'exerce. Je suis au contact avec les infirmières libérales tous les jours et de pouvoir être auditionné par des sénateurs qui se posent des questions sur l'accès aux soins, ça permet de vraiment formuler ce qui se passe et les vraies problématiques des infirmières libérales. Et alors, ils sont très à l'écoute et ils sont très à l'écoute, ils notent, ils prennent en compte ce qu'on dit et notre but est vraiment de leur faire connaître le terrain Ouais. qui pour eux est complètement abstrait. Et donc c'est vraiment notre mission. Pour l'Assemblée nationale et le Sénat, c'était les auditions publiques suite au vote de la PPL, la loi Mmh. infirmière qui est passée Mmh. le 25 juin 2025, qui nous permet de avoir une valorisation de nos compétences. Donc ça, c'est très intéressant. Mmh. Donc de pouvoir participer, donc déjà aux auditions, de pouvoir faire des amendements et de voir du coup sur le terrain comment ça se passe. L'amendement, qu'est-ce que c'est? Qui a amendé? Quels sont ses arguments? Voilà, ça nous permet, enfin en tout cas moi, ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient un peu les enjeux. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut être fait derrière Bah, ça? Malheureusement, il faut se battre. ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que quand vous sortez de cette réunion, vous êtes, à la fois ravis parce que vous comprenez mieux aussi tout ce système, mais je pense que vous devez être, un petit peu tendus, parce que incomprise aussi et puis où on sent que c'est quelque chose à faire bouger qui est gigantesque. Heu, C'est ça. donc C'est c'est pas c'est pas évident. simple. Ouais, c'est pas simple. C'est sur le moment quand on sort, on est assez, en général, assez satisfait parce qu'ils sont souvent de belles promesses. Mmh. C'est après où c'est un peu plus dur.
Et on s'aperçoit que oui, il y a beaucoup à faire et qu'il faut déplacer des montagnes. Et par l'union, par justement cette information, Mm. cette démystification du métier, de tout ce réseau, peut permettre de faire bouger les choses pour vraiment qu'on redevienne acteur de notre profession et pas passif comme on l'a été beaucoup. Mm. Et il y a que 5% de syndiqués en tant qu'infirmier libéral, ce qui est très, très peu. Ouais, quand vous m'avez dit ce chiffre, quand on avait préparé cet épisode, j'avais trouvé ça fou, à la fois parce que 5%, ça me paraît tellement faible, et ça me paraissait en fait finalement tellement logique parce que moi, dans ma profession, en tout cas quand j'étais à l'hôpital, moi j'ai jamais exercé en libéral, mais c'est vrai que le rôle du syndicat, on le connaissait peu. On comprenait pas très bien aussi quels étaient les aspects et les missions. Aujourd'hui, je trouve qu'on a la chance d'avoir aussi beaucoup de réseaux sociaux, etc., qui nous permettent de mieux communiquer et de communiquer différemment qu'il y a quelques années. Et ça permet justement de faire comprendre qu'il y a des personnes qui se battent aussi pour cette profession-là. Et je trouve que voilà, les professions de santé, infirmiers, mais aussi les autres professions, je pense aux sages-femmes, aux auxiliaires, aux aides-soignantes, bon, voilà, on va pas tous les citer, mais ce sont des professions qui sont souvent peu représentées, et nous, on n'a pas un réel droit de grève, puisqu'on peut se mettre en grève, mais on va travailler. Donc, au final, voilà, on fait pas vraiment grève. Et malheureusement, en tout cas, je pense que ça y joue sur le fait que notre profession est voilà, peu valorisée aujourd'hui. Mais grâce à des gens, je pense, comme vous, qui sont du terrain, ça permet de pouvoir faire le lien et, comme vous dites, de pouvoir aussi faire construire, en tout cas, la profession de demain. Moi, je le vois un peu comme ça. Oui, j'espère que justement tout ça, tous ces articles, toutes ces rencontres, toutes ces interviews, tout ce travail avant était, voilà, il y avait moins de diffusion, moins d'internet, Ouais. moins de communication. Il y avait un peu un syndicat majoritaire qui faisait un peu, voilà, dans son coin. Bon, ce qui nous dessert, c'est que maintenant on est plusieurs syndicats. Donc ça Ouais. répartit aussi la force de persuasion, malheureusement, et l'union serait vraiment une des solutions. Et là, c'est en train de bouger, mais surtout sur des unions de professionnels de santé, Ouais. médecins, Bien sages-femmes, sûr. pharmaciens, parce que là, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est très important, là, justement, de pouvoir diffuser ces informations, discuter, échanger et montrer que de se syndiquer permet, de se protéger, d'avoir des échanges, d'avoir des informations, d'avoir un soutien et de voter et de choisir ce qui nous convient ou pas. Ouais. Et Et pas puis, de comme on a dit en début d'épisode, c'est un petit peu le paradoxe d'infirmiers qui exercent en secteur hospitalier ou médico-social. Ils sont pas seuls. En tant qu'infirmier ou infirmière libérale, vous êtes seul. Et c'est là, je pense, l'importance capitale aussi de pouvoir avoir un espèce de réseau grâce au syndicat, et de pouvoir vous sentir un petit peu moins seul déjà dans votre pratique, et de pouvoir avoir l'information. Moi, je pense que l'information, elle est capitale aujourd'hui, et je vois tellement d'infirmiers libéraux en souffrance sur différents aspects, des infirmiers qui n'arrivent pas à trouver de remplaçants l'été et qui ne partent pas en vacances. C'est la réalité aujourd'hui du terrain. C'est ça. J'espère que la personne, en tout cas, auquel je pense, elle entendra ça, parce que, à mon avis, elle n'est pas seule dans tout ça. Ou l'infirmier libéral qui a d'un coup un décès dans ses patients, et il y a toute sa tournée de la journée qui est éclatée complètement. Et il va falloir gérer tout ça. Et la personne, elle va pas avoir le temps, en rentrant chez elle, d'éplucher les textes de loi pour savoir si la cotation de la perfusion, elle a changé. C'est ça. C'est impossible. Voilà. C'est ça. C'est, je pense, très important que les personnes comprennent tous ces aspects qu'il y a derrière.
Ouais, c'est vraiment, en plus, nous, on est quand même un syndicat, familial, Mmh. donc on essaie vraiment de répondre, tout le temps, Mmh. par des réseaux très simples, hein. Alors on peut adhérer ou non au groupe, par exemple WhatsApp, mais ça permet de poser une question et dès qu'on peut, mais on est disponible tout le temps parce que c'est un peu l'habitude qu'on a d'être, sur des longues, amplitudes horaires et ben, on répond. Du coup, voilà et les gens sont beaucoup moins seuls. J'ai un souci, je rencontre ça, le patient, par exemple, m'a dit ça, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire au médecin? Même des questions qui peuvent paraître simples, mais comme on est voilà seul, là on peut au niveau professionnel, c'est pas toujours voilà, c'est pas une amie m'a dit, c'est Ouais, des sources c'est ça. fiables où on peut donner des conseils, soutenir comme je disais, et puis si besoin aller jusqu'en justice et Mmh. défendre s'il y a le lieu d'être. Ouais. Alors justement, je suis infirmière libérale, je suis intéressée. Comment on vous contacte aujourd'hui? Alors, sur internet, si on tape ONSIL, Mmh. ONSIL, donc Organisation nationale du syndicat des infirmiers libéraux, on trouve, toutes les informations. Il y a le numéro de téléphone, il y a un site internet bien sûr où on peut adhérer en ligne. Il y a des fractions, de paiement, si c'est trop difficile, sans aucun souci. La première année, c'est 100 €, Ouais. donc déductible des charges. Donc ce qui permet quand même d'accéder à beaucoup d'informations et de soutien pour une somme qu'il faut quand même donner, mais qui reste quand même abordable Ouais. pour tout ce qu'elle peut apporter en tout cas. Ouais, tout à fait, tout à fait. De toute façon, on mettra tous les coordonnées dans la description de l'épisode pour tous ceux qui sont intéressés. Hem, c'est quoi le conseil que vous donneriez à une infirmière qui souhaite s'installer? Moi, je pense à toutes les jeunes infirmières ou jeunes infirmiers qui sont en exercice, qui vont sortir de l'école et qui se disent: «Ah, moi, je veux absolument faire du libéral». Mais qui ignore un petit peu tous ces aspects qu'on a évoqués. Alors je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, encore, parce qu'il y a tellement de choses dans le milieu libéral, mais on a essayé en tout cas de, voilà, de voir un petit peu le panel de tous ces aspects et pas que le soin. C'est quoi les conseils que vous pourrez leur donner? Ou en tout cas, vous, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de vous lancer dans le libéral? Alors, j'aurais bien aimé qu'on me dise prends soin des autres, mais ne t'oublie pas. Mmh. Voilà. Parce que quand on est à l'hôpital, on sait qu'il y a les collègues qui prennent le relais, que demain le collègue va prendre le relais, que l'équipe d'après-midi va prendre le relais. Quand on est en libéral, nos patients, c'est tout le temps, c'est tous les jours et on y pense tout le temps. Et enfin voilà, il y a un lien un petit peu différent. Donc on s'investit beaucoup, comme je l'ai dit tout au long de l'épisode. Donc peut-être de prendre un peu plus soin de soi, de la famille un petit peu, dans la mesure du possible. Peut-être si on m'avait dit ça, Mmh. j'aurais un petit peu fait plus attention, parce qu'on, comme je disais, on avance tête baissée et voilà, faut prendre soin de ça. Après, en termes plus spécifiques, je conseille de se renseigner, Mmh. de peut-être faire une formation sur ou de prendre des bouquins. Il y a des bouquins qui existent sur l'infirmière libérale, comment s'installer, ou maintenant il y a plein de choses en ligne pour un peu voir le panel justement de ce qu'il y a, ce que c'est. Il y a un chiffre d'affaires, il y a un bénéfice, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il faut anticiper ou pas? Comment ça se passe au niveau des soins? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Donc ça, de se vraiment s'informer sur l'infirmier libéral, chef d'entreprise, dans toute sa complexité, comme on a pu en parler. Je pense que ça, c'est très important. Et je conseillerais aussi de faire la formation pour les soins d'urgence. Ouais. Parce que c'est déjà, il faut le faire régulièrement en tant que professionnel de santé. Et en plus, ça permet de ne pas être trop paniqué s'il se passe une urgence à domicile. Donc j'ai envie de dire c'est essentiel. Donc voilà, ça serait vraiment le conseil que je donnerais. Ouais, moi, je pense que sur les soins d'urgence, c'est capital parce que quand on est seul, il y a cette espèce de malédiction où vous avez toujours, de toute façon, une situation d'urgence qui va vous tomber dessus au
pire moment. Voilà, je pense que j'ai une de mes amies qui a eu ça justement plein milieu de la tournée avec les insulines qui devaient être faites une demi-heure après dans les collèges, dans les lycées. Et il faut gérer. Il faut savoir Exactement. gérer. La situation d'urgence, je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement stressant. Et puis, comme vous dites, il y a des formations aux soins d'urgence qui sont extrêmement bien faites aujourd'hui. Et ne pas hésiter à aller se former régulièrement auprès des bonnes personnes pour quand même vous sentir plus à l'aise dans ce genre de situation, parce que là, vous n'êtes plus à l'hôpital. C'est-à-dire que C'est ça, vous n'avez pas Charlotte d'urgence, vous n'avez pas la collègue exactement. que vous pouvez appeler ou le réanimateur sur place. C'est C'est vous qui ça, allez tout faire. Donc, c'est bien voilà, de pouvoir se former régulièrement à tout. Mais c'est vrai que je pense que les soins d'urgence en milieu libéraux, c'est essentiel. c'est essentiel, ouais. Ouais, Et il y a donc c'est l'AFXU 2 qui est ouais. indispensable à faire, à avoir, qui est plus ou moins obligatoire. Donc, il n'y a pas forcément de contrôle de fait, mais en tant que professionnel de santé, Mm. c'est vraiment une formation à avoir et à refaire parce que c'est comme tout, plus on le fait, plus c'est un automatisme Ouais, et plus c'est facile à gérer. Et ouais. ça, les soins d'urgence, c'est très important. Ouais, et puis moi, je recommande tout ce qui est simulation en santé aujourd'hui. Vraiment, il y a des choses qui sont super bien faites. Moi, j'avais ce souvenir justement des AVGSU qui étaient terriblement théoriques, où on n'apprenait pas grand-chose. Et vraiment, aujourd'hui, moi, je vous le conseille. Enfin, il y a vraiment des personnes super. Moi, je pense à Alexandre Niguel qui justement fait des super trucs en simulation de santé. Et voilà, faut pas hésiter. Vous apprenez et on apprend tout le temps, surtout ça. C'est ça, C'est vraiment c'est surtout ça, ça. vous Puis il y a apprenez tout des le temps. voilà des nouvelles, il y a des nouvelles recommandations Mm. régulièrement. Exactement. Il y a des choses qui changent. Et puis il y a vraiment ce côté, comme dans le sport, Mm. comme dans tout, où les automatismes en situation de crise, en situation de peur, d'adrénaline, reviennent plus facilement quand on les a fait Mm. régulièrement. Complètement, complètement. Dernière question, Laetitia, à votre avis, c'est quoi qu'il faudrait changer en priorité pour redonner envie aux infirmiers de s'installer en libéral? Alors, quelque chose qui me paraît tout à fait logique, c'est que pour avoir une santé de qualité, des Mm. soins de qualité, un travail de qualité, il faut une reconnaissance aussi bien statutaire, Mm. psychologique et une reconnaissance financière. Complètement. Euh, Ça va ensemble et ça permet d'avoir des bons professionnels de santé qui aiment leur métier, qui se donnent déjà beaucoup dans leur métier, mais qui sont obligés d'abandonner parfois ou qui vont devoir aller plus vite, qui vont peut-être moins prendre le temps alors qu'ils auraient pu peut-être le faire. Donc pour moi, ça me paraît logique comme dans toute profession, une bonne reconnaissance financière et morale, ça me paraît évident. Ouais. Moi, je trouve que tous ces aspects ils sont importants. On n'est pas que sur le financier ou que dans le statutaire, mais c'est vraiment une reconnaissance globale qui aujourd'hui tarde à venir, C'est ça. et notamment sur le monde libéral. Voilà. Moi, ça c'est un peu le constat. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes comme vous qui se battent un petit peu au quotidien et qui ont ces multicasquettes à la fois, voilà, d'exercer en tant qu'infirmière et aussi pouvoir être au service des autres. Et ça, c'est assez admirable en tout cas que vous puissiez transmettre tout ça. Moi, ça vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir parler de ce monde libéral, parce que comme vous avez dit, vous êtes quand même nombreux, même si c'est en chute aujourd'hui, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'infirmiers. J'espère qu'on en aura beaucoup qui auront écouté cet épisode dans leur voiture pendant leur tournée. On leur a tenu compagnie un petit peu et puis qui auront C'est appris ça. certaines choses et qui vont se reconnaître en tout cas dans tout ce que vous avez pu nous raconter. Merci vraiment à vous et c'est avec plaisir et tout ce que je fais, voilà, c'est avec plaisir pour la santé, pour les patients, pour notre profession qu'on aime beaucoup et que ce serait dommage qu'elle disparaisse en fait. Mm, tout à fait. Merci beaucoup Laetitia du temps que vous nous avez accordé. Et puis Merci je vous Marion. dis à bientôt. Oui, merci.
Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.